Bonjour chers amis de TV Liberté, nous avons la joie de recevoir ce matin et l'honneur mon amie Marion Sigaud. Bonjour Marion. Bonjour chère Anne. Qui a réuni absolument tous ces livres dans une même collection, Réhistoire. Pour tous. Pour tous. Et qui nous offre une recherche des vérités historiques absolument exceptionnelle. J'ai lu sur Internet que quelqu'un vous avait appelé l'historienne des vérités. Je trouve que cette expression est fantastique. Ça m'a donné l'idée de mettre en illustration Hérodote, le pape des historiens, Absolument. Celui de l'enquête historique, l'historienne des vérités. Est-ce que vous pouvez nous justifier cette expression? Alors ça me plaît beaucoup parce que la vérité, à laquelle on va mettre un V majuscule, c'est celle qu'on cherche. Oui. Les vérités, c'est celles qu'on trouve. C'est-à-dire qu'il y a deux types de vérités. Il y a la vérité absolue qu'on passera notre vie à chercher. Oui. Et il y a les vérités qui s'opposent aux mensonges. Ouais. À chaque mensonge correspond une vérité. Donc, je suis une traqueuse de mensonges je me consacre à rétablir les vérités, effectivement. Non, mais c'est très, très bien vu. C'est très, très bien vu. Ça m'a paru absolument fabuleux. On est d'accord? La vérité, c'est ce qu'on cherche. Oui. Non, oui. C'est utopique de dire qu'il y a une vérité. Enfin, il y a une vérité. Mais qu'elle soit connaissable, c'est une autre affaire. Il y a une vérité pour nous autres chrétiens, mais pour le reste du monde, il y a des vérités. Et le diable s'oppose aux vérités, puisqu'il est le prince du mensonge. Donc, oui. ça rejoint l'engagement personnel religieux. Absolument, oui. Nous nous battons contre le prince du mensonge pour les vérités qui s'opposent au mensonge. Absolument. Alors, ces vérités, vous êtes allés les chercher dès votre plus jeune âge, parce que vous avez une longue vie, vous avez été à la fac, vous avez subi, vous avez une expression délicieuse qui m'a plu, le crétinisme, le gauchisme crétin. Le gauchisme le plus crétin. Le gauchisme crétin. J'en ai mangé. De la faculté. À la fac, j'étais au lycée. Déjà, oui, au lycée. J'étais au lycée, en 68. Et on n'imagine pas les bénéfices de ce gauchisme crétin, parce que il a fait de nous ces réfractaires invétérés que nous sommes. Moi, j'ai subi ce gauchisme crétin nanterre et ils m'ont hérissé l'esprit jusqu'à aujourd'hui. Mais les avoir connus quand on est jeune, ça donne des arguments pour les combattre quand on est plus Exactement. vieux. C'est le gauchisme destructeur et crétin. Ouais. Et alors, vous en avez marre du pays, de l'université, et vous partez en Israël. Dans un kibboutz. Vous en avez marre de votre famille aussi, enfin bref. Et vous partez dans le kibboutz, et les kibboutzs, c'était des familles élargies, en réalité. Ouais, c'est vrai. Parce que moi aussi, je suis allée dans un kibbutz, figurez-vous. Ah, j'ignorais. Et là, c'est vrai que c'était une organisation, la famille élargie. Ouais. Donc, pouvez-vous nous parler de ce passage de votre vie et de l'expérience que vous en avez tirée et des livres que vous en avez tirés, puisqu'il y a 3 livres fort intéressants, du kibbutz à l'intifada, Libre femme de Palestine et Mansour Kardosh, palestinien, chrétien, arabe et israélien de Nazareth. Vous résumez pas mal, là. Oui, c'est le résumé de notre temps, ça. Oui, absolument. Alors, ce sont des livres vraiment d'actualité, on peut dire. Et tout ça, tous ces livres que vous trouvez sur cette maison d'édition sur Internet qui s'appelle The Book Edition. Voilà. Alors, j'ai vécu un choc en arrivant au kibbutz qui était proportionnel au nombre d'imbécilités que le milieu gauchiste dans lequel j'évoluais à cette époque-là m'avait mis dans la tête. C'est-à-dire que dans le milieu gauchiste, on était très violemment pro-palestinien et anti-israélien sans rien y connaître. Ouais. Et alors, les Israéliens, ils avaient tous les vices, ils étaient absolument racistes, ils ne supportaient pas, alors c'était tous des Ashkénazes, ils ne supportaient pas les séfarades, on allait travailler au coup de sifflet, les parents n'avaient pas le droit d'élever leurs enfants. Je suis arrivé dans un coin de paradis. Ouais. Les 2 premières copines que je me suis faites, il y en avait une qui était marocaine, l'autre qui était tunisienne, alors ça suffit pour les imbécilités que les séfarades n'ont pas le droit d'eux.
Personne ne va travailler au coup de sifflet. Non, mais on n'a jamais vu ça. J'ai entendu tellement d'imbécilité haineuses, mauvaises, méchantes sur les kibbutz. Vous savez bien que les mensonges marchent en cavalcade. Ça marche en cavalcade et ça m'a empêché véritablement pendant plusieurs années de voir quelle était la terrible réalité qu'il y avait derrière ce que j'avais trouvé qui était quelque chose qui ressemblait au paradis. Oui. Moi, j'étais dans un milieu... Alors, j'ai grandi dans un milieu tout à fait catholique. Il y a eu le tremblement de terre de mai 68 qui m'a fait virer dans un gauchisme crétin et... Destructeur. Et destructeur. Destructeur également de ma personne. Hein. Faut pas le négliger. Bien sûr, oui. Et alors, en découvrant que le kibbutz n'était pas ce qu'on m'avait dit... ça m'a évité pendant un certain temps de voir ce que le kibbutz, lui, me cachait. Oui. C'est-à-dire que j'ai commencé à aller les voir une fois, deux fois, y retourner. Alors, je suis évidemment tombée amoureuse, mais névrosée comme j'étais, je ne pouvais tomber amoureuse que du seul dont j'étais sûre. Je pouvais être sûre que ça marcherait pas avec lui. On est comme ça. C'est ça, c'est le principe de la névrose. Hein. Si vous allez là où ça va faire mal et où ça va pas marcher. J'étais vraiment très, psychologiquement très perturbée. Et j'ai vécu, j'ai ressenti de la part de tous ces gens un amour absolument inconditionnel de ce que j'étais. Je me suis sentie vraiment aimée et moi-même pour la première fois de ma vie. Vraiment. Ça explique beaucoup de choses. Ça explique beaucoup de choses. Je les ai aimés vraiment tendrement et profondément. Et j'ai vécu avec eux une expérience que je n'avais aucune raison de connaître a priori, c'est celle de la guerre. Parce que j'étais un jour en train d'essayer de faire la sieste quand des avions sont passés en rase-motte autour. C'était la guerre de Kippour. Ah, j'ai vu ce que c'était. Ça a renforcé mes liens avec eux. J'ai donné mon sang, comme on dit. Et puis, alors, les années passaient. Je n'y suis pas restée. J'habitais à Paris, mais ils venaient me voir beaucoup, ce qui m'a permis d'entretenir ma connaissance de l'hébreu. Oui. Sans mettre les pieds en Israël pendant 2 ans, je pouvais revenir la fois suivante en parlant hébreu mieux que je ne le faisais quand j'étais partie. Oui. Donc ça crée des liens. Quand vous parlez la langue des gens, c'est évident. Bien sûr. Et de fil en aiguille, on arrive à 1982. Là, Israël envahit le Liban. J'ai dit, ça recommence. Je suis retourné voir. J'ai retrouvé mes amis absolument déchaînés contre cette guerre. J'ai senti qu'il y avait une fracture à l'intérieur d'Israël, absolument déchaînée. Oui, on n'en parle jamais. On voit Israël comme un bloc, mais il n'y a pas... c'était pas du tout un bloc. Il n'y a pas de bloc, ni aujourd'hui, ni hier. Non. Et ce qu'il y a, c'est qu'aujourd'hui, les plus méchants sont eux qui ont les médias. Donc, c'est difficile de faire passer une autre voix. Donc, il y a eu un début de... Non, pas un début de prise de conscience, parce que la prise de conscience, c'est venu après. Mais j'ai voulu aller voir, j'ai voulu aller approfondir, j'ai voulu aller voir ce qu'il y avait derrière. Voilà. Et j'ai commencé à aller chercher ce qu'il y avait de l'autre côté. J'ai commencé à vouloir aller voir les Palestiniens. Et là, tout a dégringolé. Et je me suis rendu compte que mes amis m'avaient menti. Notamment, le mensonge le plus gros, le plus énorme, c'est quand on est arrivé ici, il n'y avait rien. Ah oui, d'accord. Ah oui, d'accord. Et en me baladant dans les collines avec un ami, j'ai retrouvé le village qui avait été détruit pour leur laisser la place. Il suffisait de faire ça 3 ans avant, et puis ni vu ni connu, quand on arrive, il n'y a rien. Sauf que les maisons ont été passées au bulldozer, et que ça, c'est pas l'abandon d'un village qui fait passer les bulldozers. Il y a eu une volonté délibérée et assumée de faire en sorte que ces gens ne reviennent jamais. Et je les ai retrouvés. Je suis parti en chasse et je suis allé les voir. Quand j'ai découvert la réalité palestinienne, j'ai vécu une deuxième déchirure. J'ai une première déchirure par rapport à ma famille. Oui. Je me suis remplacé ma famille par une famille de remplacement. Et j'ai vécu une deuxième déchirure. Ça a été absolument atroce, mais je suis retombée sur mes pieds. Je suis, je peux pas dire restée, devenue moi-même, avec une chercheuse de vérité, avec toutes ces nuances. D'où ces 3 beaux livres qui éclairent considérablement notre actualité. Voilà. Comment passez-vous... C'est à ce moment-là que vous décidez de reprendre des études d'histoire ? Non, c'est plus tard. J'ai repris mes études d'histoire quand j'ai réalisé en 1991, j'ai décidé de réaliser le rêve de ma vie qui était de vivre à la campagne. Oui. Et à peine arrivé à la campagne... Alors j'arrivais de Paris, de mon milieu gauchiste, je me suis inscrite à la Ligue des droits de l'homme parce que j'y étais à Paris, et là j'ai rencontré des gens qui m'ont parlé d'une réalité à la campagne, autour de là où j'habitais, dont j'avais jamais entendu le nom. Ouais. Ça s'appelle la pédocriminalité. Et là, le ciel m'est tombé sur la tête. Oui, carrément. Ça a été une horreur. Oui. Parce que j'ai réalisé d'abord que je pourrais pas... Soit je mettais mon mouchoir dessus et je passais à autre chose,
c'est pas mon genre. J'avais découvert quelque chose d'absolument atroce et d'excessivement dangereux. Les personnes que j'ai rencontrées à l'issue de mes découvertes, parce que bon, j'ai rencontré une dame qui m'a raconté comment les services sociaux lui avaient confié une petite fille, et ensuite, pendant les visites que cette petite fille faisait à sa famille, elle servait à un réseau. Martyrisée, oui. Violée. Oui. Violée. Bon. Et donc j'ai commencé, j'ai réalisé un jour, on ne dit pas réaliser en français, j'ai pris conscience que la vie tranquille, c'était pas pour moi. Bon, j'étais heureuse. Hein, et vous avez initié ce combat contre la pédophilie. Alors c'est pas ce que j'ai fait, j'ai commencé à chercher, à fouiller, à lire. C'est là que j'ai découvert un certain Gabriel Matzneff. J'ai lu un tas de choses. Oui. Et un jour, je me suis dit, mais il y a un loup. Alors les années passent, hein, je vis dans cette grande maison avec un compagnon adorable et tout allait bien. Et je continue mes recherches. Et un jour, je comprends qu'il y a un loup absolument énorme. Je comprends en lisant un livre d'histoire qui s'appelle Les histoires d'amour de l'histoire de France. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de ça. Alors, c'est extrêmement graveleux, malsain au possible, mais historiquement très précis. Voilà. Mais c'est graveleux. Le type, il s'amuse. Alors, il dit hey, Louis XV, il aimait bien les petites filles. Je lui dis de quoi les petites filles. Et il raconte un truc que m'avait raconté mon père quand j'étais adolescente. Le supplice de Damien, mon père disait. Ah oui, le supplice de Damien et l'affaire, la preuve que les... Enfin, mon père disait pas ça comme ça, mais c'est à ça que ça venait, que les Lumières sont une imposture. Parce qu'on a dépecé vivant un garçon devant tout le monde, et on attend les protestations. Il n'y en a pas eu. Donc, et en fait, Damien a essayé d'assassiner le roi parce qu'il avait une raison. J'ai découvert, je suis partie à la recherche de cette raison en bibliothèque, en lisant, et un jour je découvre que Damien aurait souffert de l'enlèvement de sa fille en 1750 pendant que la police enlevait les enfants. J'avais une copine historienne qui m'avait dit oui, tu sais, les enlèvements d'enfants à Paris en 1750, la police elle raflait des gosses et les parents couraient derrière et tout. Je dis qu'est-ce que c'est que cette histoire? J'ai commencé à lire un bouquin, 2 bouquins, 3 bouquins, j'ai dit mais s'il y avait un rapport avec l'attentat du roi. Eh bien j'ai cherché. Et vous avez trouvé. Et j'ai tiré alors là j'ai commencé à tirer sur le fil et tout a dégringolé et tout l'Ancien Régime. Moi à cette époque-là j'étais encore très républicaine. Quand j'ai fait toute ma recherche sur Damien, j'avais pris quantité de notes et je remontais dans le temps. Enfin au contraire j'avançais dans le temps. Je commence en 1750 et puis j'arrive à la Révolution et je me dis la Révolution chic ça va fiche tout ça en l'air. Et là c'est là que j'ai compris. Et là voilà le premier livre donc c'est La Marche rouge. C'est La Marche rouge. Les enfants perdus de l'hôpital général, vous vous rendez compte en lisant des listes de noms d'enfants qui rentrent qu'ils ne sortent jamais. Il y a ceux qui sortent jamais, il y a ceux qui sortent et qu'on retrouve au bordel. J'ai découvert le réseau pédocriminel de l'Ancien Régime à Paris. Oui, c'est quand même... Excusez du peu. Et alors, je me suis battu un nombre incalculable de fois. Je m'amuse avec ChatGPT. Il tourne en rond. Il nie. C'est pas vrai. Ah oui. Non. Comme quoi, il faut pas croire. Ah non. Ça, il y a l'intelligence artificielle. Et il y a des gens qui la programment. Hein. Il y a des gens qui la programment. Mais bien sûr. C'est absolument évident que j'ai découvert le réseau pédocriminel de l'Ancien Régime. Et je me suis rendu compte que Louis XV, qui n'était pas a priori un mauvais roi, je veux dire, il était cultivé, il était intelligent, mais il avait une grande faiblesse, c'est qu'il ne résistait pas à ce qu'on lui mettait dans le lit. Alors, il avait une faiblesse, mais due aussi à une enfance sans mère. C'est probable. Il a eu une enfance tragique et donc, suis pas trop penchée sur donc une solitude parfaite. Moi, j'ai lu une biographie de Louis XV par Paul Del Perugia. Je l'ai lu. Et on voit la solitude de cet enfant. Et donc, les enfances ratées, les enfances tristes donnent toujours des destins tristes aussi. Alors, il a eu comme... Son malheur a été de... Je ne sais même pas s'il est tombé vraiment amoureux d'elle, mais enfin d'avoir croisé une certaine Jeanne-Antoinette Poisson, qui est devenue sa maîtresse attitrée.
qui lui était indispensable. Elle le rassurait. Elle le rassurait. Quand il allait pas bien, elle allait le voir et tout de suite il allait. Et c'est elle qui lui a mis des gamines dans le lit. Donc le roi Louis XV, alors ça c'est absolument avéré, il n'y a pas de doute là-dessus que le roi Louis XV a couché avec des petites filles. Et elle en dit oui mais à l'époque les filles elles étaient pubères avant. Non, à l'époque elles étaient pubères après nous. À l'époque de... Alors, il y a des études sérieuses qui ont été faites là-dessus, notamment une dame qui s'appelait, elle est morte à présent, Erika Marie Benabou. Elle a fait toute une étude à partir des archives de la police des mœurs sur ce que c'était que la sexualité à l'époque. Les filles étaient pubères à 15 ans et demi. À 15 ans et demi. Donc une fille de 14 ans ou de 13 ans à l'époque, c'est comme une gamine de 11-12 aujourd'hui. Voilà. Alors qu'on nous raconte rigoureusement le contraire. Alors, donc cette garce de Madame de Pompadour, j'en ai plusieurs fois entendu du bien. Elle était remarquablement intelligente, mais c'est une garce. Elle a corrompu le roi de France. Elle lui a mis des gamines dans le lit pour ne pas se faire prendre la place par une femme qui aurait de l'ascendant. Alors vous décapez bien cette histoire et vous continuez vos enquêtes dans le domaine royal, si je puis dire, et vous arrivez à une étude de Voltaire qui, moi, m'a infiniment plu, infiniment... Je me suis amusée. Réjouie, parce que... J'avais lu les attaques de Xavier Martin. Oh, c'est indispensable. J'ai commencé par Xavier Martin. Le livre était tout à fait exceptionnel. Oui, tout à fait. Et puis, vous écrivez ce Voltaire qui absolument marche exactement dans la même direction, plus incisif encore. Mais je suis partie d'un autre point de vue, parce que moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai regardé les faits divers, les événements pour lesquels j'avais accès aux archives, et j'ai regardé ce que Voltaire en disait. Mais il ment à chaque fois, Voltaire est le roi des menteurs. Le diable, mais c'est monstrueux, il disait systématiquement autre chose que la vérité. Et puis ce type à qui on a donné des lycées, des collèges, des machins, avait quand même un mépris pour les paysans, les femmes, tout ce qui n'était pas lui. Le genre humain. Le genre humain. Mais avec une haine particulière pour les Français, quand même. Et une haine pour les Français, absolument. Et c'est hallucinant d'imaginer je suis coupable moi aussi parce que j'ai été séduite par le style de Voltaire. Les lettres de Voltaire me réjouissaient. Mais j'avais jamais senti dans ses lettres. Je pense que dans ses lettres, il déraillait moins, je pense. Non, ça dépend. Il faut lire sur une période donnée, c'est ça qui est pratique, parce que j'ai dans mon ordinateur un logiciel qui s'appelle Voltaire Intégral. Oui. Ce qui est important, c'est que vous faites une recherche dans Voltaire Intégral pour trouver là où Voltaire parle d'un certain événement, et vous regardez à qui il écrit quoi. Oui. Ah oui. À qui il écrit quoi. En tout cas, lisez, chers amis de TV Liberté, ce livre sur Voltaire, et vous serez absolument sidérés. Le pourquoi et le comment des combats de Voltaire, qui n'ont rien à voir avec la recherche de la vérité. Surtout pas. L'affaire du chevalier de la Barre, l'affaire Calas. Honteux montage mensonger. Enfin, c'est très... Vous ne pourrez plus passer devant un lycée Voltaire ou un boulevard Voltaire absolument le sans avoir une légère irritation. Et alors c'est amusant, c'est un livre qui est drôle. Je me suis amusée en l'écrivant. J'ai un peu réglé mes comptes. On s'amuse beaucoup. Et donc, autre rétablissement de vérité historique, les procès en sorcellerie et l'Inquisition, ça c'est quand même aussi très... Alors c'est un livre qui, dans sa première version, s'appelait « La chasse aux sorcières et l'Inquisition ». Oui. Et avec ce que j'ai appris, on ne peut plus dire chasse aux sorcières parce que c'était ni une chasse, ni essentiellement des sorcières. Oui, vous rétablissez aussi je rétablis certaines vérités. Alors là aussi, je me suis amusée. Et alors, ce qui est bien, c'est que par la grâce d'Internet... C'est pas l'Inquisition qui faisait les procès. Surtout pas. C'était les juges laïcs, c'était les tribunaux laïcs. Les tribunaux laïcs. Et il y a un chercheur britannique qui a découvert, en allant... à un moment donné, le Parlement de Paris a interdit toute condamnation à mort sans appel automatique. Ouais. Donc, ce chercheur américain, anglais, a compulsé tous les procès en appel. Et qu'est-ce qu'il a découvert ? On a brûlé 2 sorciers pour une sorcière. 2 fois plus d'hommes que de femmes. Oui. Alors on dit oui mais c'est parce que je dis c'est parce qu'il y avait plus de sorciers que de sorcières. Donc on peut plus dire chasse aux sorcières, d'autant qu'on les chassait pas, on les trouvait, c'était pas pareil.
oui, Personne n'a chassé les sorcières. Donc on est obligé de tout remettre à l'endroit. Oui, mais ça servait à la propagande. Il fallait dire Bien que sûr. l'Église a brûlé des femmes. Et ça a ouvert la porte à un féminisme complètement délirant qui dit que les femmes ont toujours été victimes. Tiens donc. Oui. Tiens donc. Elles ont toujours été victimes. Alors elles peuvent être des monstres comme les hommes. Oh là. C'est peut-être la seule égalité. Absolument. Je ne sais plus qui disait vous voulez l'égalité avec les hommes et les femmes, mais les hommes n'y arriveront jamais. Qu'est-ce qui a dit ça? J'ai vu ça il n'y a pas longtemps. Non, c'est Sacha Guitry. C'est Sacha. Pourquoi les femmes veulent-elles être légales des hommes? Les hommes n'y arriveront jamais. Pourquoi voulez-vous être l'égal des hommes alors que vous leur êtes très supérieur? Oui, mais il y a une formule encore plus rigolote. C'est dans mon petit livre, Cessez de nous libérer. Oui. Avec Stéphanie Bignon. Et enfin voilà, on a réglé le sort des sorcières. Et enfin, arrivons à l'époque contemporaine, donc, vous rencontrez une juive américaine extraordinaire qui s'appelle Judith Reisman. Qui s'appelait, oui. Elle s'appelle toujours. Oui. Elle est toujours vivante, vous la rendez vivante. Alors, comment est-ce que vous rencontrez cette femme à qui il est arrivé un malheur, puisque sa fille a été violée? Sa fille a été violée. Et c'était une universitaire? Non, à l'époque, elle n'était pas universitaire. Elle écrivait des chansons pour la télévision. Ah oui. Elle chantait, elle écrivait des chansons pour la télévision, donc elle était tout à fait dévouée à la cause des enfants. Et très connue. Elle était très connue. L'émission, c'est une émission phare, ça s'appelait Captain Kangaroo. Oui. Elle chantait la chanson titre, elle écrivait les chansons, elle les chantait, donc elle touchait des droits d'auteur, elle gagnait bien sa vie. Et comme elle avait un mari et 4 enfants et que c'était la famille qui l'intéressait, elle était heureuse comme on peut pas plus. Elle pouvait rendre compatible sa vie conjugale, sa vie de mère et sa vie professionnelle. Elle travaillait à la maison pour faire ses chansons. Et un jour, elle a appris que sa fille aînée, quand elle avait 11 ans, et qui dépérissait devant ses yeux, avait été violée par le voisin du dessus. Et ça, c'est le choc d'une existence, c'est-à-dire qu'on se remet pas d'un truc comme ça. Vous sortez d'un cocon merveilleux de bonheur et de. Alors, elle avait toujours connu le bonheur. Elle était native américaine, fille de parents tous les deux de natifs américains, c'est-à-dire que c'était les ancêtres qui étaient venus de Pologne. C'était les ancêtres qui étaient venus de Pologne à la fin du siècle d'avant, à la fin du 19e siècle. Donc, elle a connu l'Amérique glorieuse, l'Amérique où on récompense le talent. Enfin bon, c'est l'environnement dans lequel elle a vécu. Elle avait un père qui était travailleur, qui travaillait dur. Oui. Il avait une poissonnerie, il avait une affaire de une Amérique prude avec des mœurs, avec des exactement petit peu excessives. Le baiser était interdit au cinéma, mais on est quand même passé à un excès inverse. C'est souvent le cas quand même, hein. C'est le balancier. Alors que s'est-il passé? C'est là qu'on rentre en scène une sorte de diable. Oui, elle a découvert, alors elle a mis du temps, je ne peux pas tout redire ici, mais enfin elle a mis du temps à comprendre qu'en fait le garçon qui avait violé sa fille et qui lisait la pile de journaux Playboy qui était sur la table de nuit de son père, en fait participait d'un mouvement qui consistait pour Playboy notamment, à promouvoir la sexualité, une sexualité libérée, l'homme moderne qui ne s'engage pas, etc. C'est en fait l'homme moderne prédateur. Et derrière le modèle de prédation des femmes, Judith a toujours défendu les femmes également, hein. Toujours. Oui. Son combat, on le connaît comme le combat de protection des enfants, mais si on défend les enfants, on défend les femmes. Donc Judith s'est rendu compte qu'il y avait une espèce de, on va dire, complot mondial. Ben oui, j'assume, complot mondial de renversement des valeurs dans lesquelles elle avait grandi, qu'elle avait aimé. Et ça passait par la promotion d'une sexualité totalement débridée dont l'étude se voulait scientifique. Et c'est là qu'elle a découvert Kinsey. C'est là qu'elle a découvert. Alors qui est Kinsey? Alors Kinsey, c'était un entomologiste de l'université de Lynchburg. Un entomologiste, alors il s'occupe quoi? Il s'occupait des guêpes. Des guêpes, voilà. Des guêpes. Alors on voit le rapport. Oui. On voit le rapport. Il est devenu le spécialiste mondial de la sexualité mondiale. Il a écrit un rapport sur la sexualité des Américains qui est paru en 1948, dans lequel il a enfoncé il a tout détruit. Il a dit, moi j'ai une approche scientifique de ce que c'est que la sexualité. Et il a fait une étude dans des milieux
bien particuliers, qui sont quand même pas les plus normaux, les prisons. C'est-à-dire les asiles de fous. Il est allé, il a prétendu faire des interviews sur des milliers et des milliers de gens, et à partir des réponses aux questions qu'il posait, il dit voilà comment font les Américains. Alors, on peut quand même assez facilement imaginer que les gens disent ce qu'ils veulent dans une interview, d'accord ? Ils vont pas forcément dire la vérité. Surtout les vantards. Surtout les vantards. Bon. Et il a fait son enquête sur la sexualité des hommes, notamment pendant la guerre. Il se trouve qu'une grande partie des hommes mariés étaient en Europe. Donc, comme il manquait alors il en a trouvé quand même, mais comme il manquait de sujets, il est allé en chercher dans les prisons et dans les asiles psychiatriques. C'est pas beau, ça ? Et alors, pour parler de la sexualité normale des gens, aller chercher des gens des hommes qui se retrouvent uniquement entre eux dans un milieu carcéral qui est par définition violent et coercitif, c'était une imposture. C'était une imposture. Donc, en fait, les conclusions de Kinsey, c'est la morale s'oppose à la science est le vecteur du bien-être pour tout le monde. C'est par la science qu'on arrivera à rendre tout le monde heureux. Tout le monde heureux. On est heureux quand tout le monde couche avec tout le monde. Et tout est permis. Et tout est permis. Et tout ce qui veut interdire ou mettre des limites, c'est coercitif, et c'est surtout anti-scientifique. Donc il a réussi à se faire passer pour un grand scientifique, mais il n'a pas réussi tout seul. Il avait derrière l'Institut Rockefeller. Il faut savoir qu'il y a eu un mouvement qui n'était pas nouveau, mais en fait, à l'origine de tout ça, c'est le nouvel ordre mondial. Le nouvel ordre mondial. Cher Rockefeller. Voilà, cher Rockefeller. Le nouvel ordre mondial veut casser la morale, remplacer la morale et les valeurs par la science, qui n'en est pas une, qui est une prétendue science. Et la conclusion, les deux conclusions les plus dramatiques de ces pseudo-recherches qui ont toutes été mensongères, et puis alors lui c'était un harceleur, c'était un sadique, c'était un fou dangereux. Il tenait les gens par le chantage, enfin... Déjà. C'est lui qui a montré le modèle. C'est lui qui a montré le modèle. Il y a deux conclusions dramatiques qui ont été reprises ad nauseam par des gens qui n'ont pas voulu aller vérifier. Et Judith, elle, est allée vérifier. C'est les enfants sont sexuels dès la naissance. C'est-à-dire qu'il prétend il a même à un moment donné prétendu que même déjà dans le ventre de la mère, le bébé a des vous parlez de Kinsey. Oui. De Kinsey, voilà. Donc, ces deux conclusions qui ont servi au nouvel ordre mondial, c'est il faut sexualiser, les enfants sont sexuels, il faut leur parler de sexe, ils y ont droit, et ils en ont besoin, etc., etc. Or, Judith a découvert que les expériences qu'il a menées et qui menaient prétendument, comme il disait, à l'orgasme des enfants, c'était des expériences de torture qui menaient à des évanouissements, des crises d'épilepsie et des hurlements, en fait. Et je veux dire, Judith, elle a dit, mais enfin c'est incroyable, c'est en toutes lettres dans son bouquin et personne ne l'a lu. Le livre a été vendu à des millions d'exemplaires dans le monde entier, et c'est elle qui a découvert qu'en fait les enfants étaient violés. Oui. Donc le truc sur lequel tout le monde se fonde, aujourd'hui encore, pour dire il faut parler sexe aux enfants, c'est les enfants sont sexuels dès la naissance, et ça a été fondé sur des manipulations, des tortures, un crime absolument odieux contre des milliers d'enfants. Au début on a dit 282, puis après on en a trouvé beaucoup plus. Donc ça c'est la première imposture criminelle de Kinsey, et la deuxième c'est ce qui touche à l'homosexualité. Kinsey a fait circuler un mensonge, mais éhonté, qui venait non pas seulement de son imagination, mais également du plan et des gens qui le finançaient, c'est seule, moins d'une personne sur 10 n'a jamais eu de relation homosexuelle. C'est-à-dire qu'il y a 9 personnes sur 10 qui, à un moment donné, à un moment ou à un autre de sa vie, a eu des rapports homosexuels. C'est statistiquement faux. Ça n'a jamais été. Donc, il a fait la promotion de l'homosexualité et de la sexualisation des enfants, derrière lequel, quand on étudie la chose suffisamment longtemps, on comprend qu'il y a des gens qui veulent la réduction drastique de la population mondiale, en s'attaquant aux enfants et en promouvant une sexualité par définition stérile. On coche toutes les cases. Et ce qui est étonnant, c'est que les conséquences aujourd'hui sont tragiques, puisqu'on arrive à ces cours d'éducation sexuelle en classe dès le plus jeune âge, avec des informations bien précises. Des informations, avec des images, avec des... J'ai rencontré vraiment plusieurs parents, j'ai participé à plusieurs rencontres avec des parents. Il y en a qui m'ont raconté des trucs, ça donne des frissons. Des enfants qui reviennent de l'école en pleurant, je veux pas être une fille, je veux pas grandir, c'est effroyable. Et ça, vraiment, cette volonté
de subvertir absolument tout le comportement social d'un peuple et de tous les peuples. De tous les peuples, en fait. Le but, c'est de réduire la population mondiale. En tout cas en Occident, parce qu'ils n'y arrivent pas vraiment ailleurs. C'est un but, et en fait, ce but-là n'est pas très connu. C'est en cela que votre travail est extrêmement important. Oui, oui. Ça, je lui dis, elle est allée rechercher les sources, elle est remontée aux sources, et c'est clair qu'il y a des gens, alors ils étaient installés à Londres, maintenant ils sont plus sûrement installés quelque part aux États-Unis, qui ont décidé qu'on était trop nombreux sur Terre, et au lieu de laisser la place, gentiment, si moi je trouve qu'on est trop nombreux, je m'en vais, non, pas du tout, ils veulent retirer les autres, et ils veulent supprimer 90% de la population mondiale. Alors d'où l'altération du comportement de la femme, parce qu'en réalité, la femme, c'est la vestale du foyer, mais c'est aussi la vestale de la nation. Si vous détraquez la femme, vous détraquez la société. Absolument, puis on détraque les enfants. Et bien évidemment, vous détraquez les hommes d'abord, et ensuite vous détraquez les enfants. Oui, non, mais on vit dans une situation où plus personne n'est bien dans sa peau. Et c'est absolument phénoménal. Oui, phénoménal. C'est un crime collectif absolument énorme. Alors il y a eu, en 1969, est-ce que vous avez entendu parler du Nouvel Ordre des Barbares ? C'est un livre qui a été sorti par les éditions de Saint-Rémy, le Nouvel Ordre des Barbares, dont je parle abondamment je parle à différentes reprises dans mes conférences et dans le livre de Judith. C'est une conférence qui a eu lieu en 1969, tenue aux États-Unis par le directeur à ce moment-là du planning familial, qui planifie le planning familial est une organisation qui planifie les familles monoparentales sans enfants, parce que le planning familial c'est une agence d'avortement, donc il planifie les familles monoparentales sans enfants. C'est peut-être l'une des grosses escroqueries. C'est hallucinant. Le planning familial, c'est avortement. Alors on planifie, voilà. Bon. Donc ce docteur qui s'appelait le docteur D, je crois que je me trompe pas, a un jour raconté, il a rassemblé ses ouailles, c'est-à-dire ses étudiants, ses confrères et ses anciens étudiants, et il leur a dit il y a un plan qui se prépare, je peux vous en parler parce que maintenant plus rien ne pourra nous arrêter, je vais vous expliquer de quoi il retourne, prenez pas de notes, mais écoutez ce que je dis, et c'est tout ce qu'on voit se dérouler, c'est-à-dire on va réduire la population mondiale de façon absolument drastique, on réduira en esclavage ceux qui ont survécu, pour réduire la population mondiale, on a d'abord pensé qu'il fallait empêcher les gens d'avoir des relations sexuelles. On s'est rendu compte que l'attraction sexuelle est beaucoup trop forte, donc on va la Ça, c'est ce qui était dans 1984. Oui, interdiction des relations sexuelles. Absolument. Interdiction d'aimer, et leur plan est quasiment arrivé à terme, sauf qu'il y a eu des fuites. Le plan ne pouvait fonctionner que s'il restait secret. Et il n'est pas resté secret. Donc, la promotion de l'homosexualité, ça fait partie du plan. La sexualisation des enfants, ça fait partie du plan. L'injection de maladies nouvelles, ça fait partie du plan. Il y a des trucs qui sont monstrueux, comme par exemple... Il y a aussi la crétinisation des jeunes. Absolument, en supprimant l'excellence à l'école. Absolument. Il ne faut que 1 ou 2% des enfants qui fassent des études, les enfants de l'élite, et les autres doivent être complètement anéantis par le jeu électronique, la télévision, le football. Et le sexe. Et le sexe. On met du sexe dans l'esprit des enfants dès leur plus jeune âge. Il y a des enfants maintenant, on n'a jamais connu ça dans l'histoire. Il y a maintenant des petits-enfants qui se violent dans la cour de l'école maternelle, qui se violent entre eux. Ça n'a jamais existé avant qu'on parle de sexe aux enfants, ça je suis désolée. Je voudrais qu'on me trouve une référence historique qui raconte que, sauf dans des cas très précis de familles qui auraient éduqué leurs enfants comme ça, on ne connaît pas d'affaires de viol d'enfants par des enfants à cette échelle-là. C'est complètement fou. Alors, cela dit, Solzhenitsyn l'a écrit, pour détruire un peuple, vous introduisez, pas besoin de camps avec des barbelés, vous introduisez la pornographie. Exactement. Et donc, on a cette pornographie sur Internet, à la télévision, alors, il y a un autre grand écrivain colombien que j'adore, qui s'appelle Nicolas Gomez Davila. J'ai lu énormément de choses de lui. Et il est fantastique. Et il écrit « Là où le christianisme disparaît, cupidité
jalousie et luxure, invente 1000 idéologies pour se justifier. Et l'homme moderne ne défend énergiquement que son droit à la débauche. Ça, c'est fantastique. Et il a eu encore une autre formule, encore plus géniale, qu'à un moment donné, j'avais mise en fond de mon ordinateur. Le monde moderne ne sera pas châtié. Il est le châtiment. Oui, il est le châtiment. C'est pas beau, ça. C'est lui qui a dit ça. Ah, oui. C'est magnifique. C'est magnifique. Ah, oui. Donc la société est devenue, alors à la fois, c'est pas seulement folle, c'est perverse, quoi. Les sadiques sont au pouvoir. Des gens qui revendiquent au nom de j'ai bien le droit de torturer à mort des gens parce que ça leur fait plaisir, sont à l'heure actuelle aux manettes. Alors, est-ce qu'elle avait senti le côté satanique, ce que l'on voit Absolument. Elle a tellement senti le côté satanique qu'elle s'est convertie au christianisme. Oui. Ah, ça, je l'ai vu de mes yeux vus. Elle m'a tout à fait expliqué le processus. Elle a dit, il y a une force active, en marche, maléfique. Qu'est-ce qui interdit de l'appeler le diable ? Rien, c'est une volonté, c'est actif. Oui. Il me dit, mais qu'est-ce qui fait le diable ? Qu'est-ce qui construit ? Rien. Oui, il détruit quoi ? La création. Donc il y a un créateur. Et ces rites de sacrifice d'enfants dont on se rend compte aujourd'hui et qui sont de plus en plus connus. Enfin, absolument. Je viens de faire un travail là sur l'affaire Franklin. L'affaire Franklin, c'est l'affaire Epstein plus 30 ans avant. Franklin. L'affaire Franklin, on en reparlera. Le lycée Franklin ? Non, l'affaire Franklin, le scandale Franklin, c'est un scandale qui a secoué le Nebraska en 1989. Ouais. Et c'est là qu'ont été révélés pour la première fois, alors prétendument révélés, parce qu'on dit c'est pas vrai, c'est que des mensonges, etc. Des abominations absolument atroces, mais épouvantables. Et ils ont réussi à remettre le mouchoir dessus, sauf qu'il y a des gens qui ont continué à parler, des gens qui ont continué à chercher. Notamment, il y a notre cher ami Tim Tate, que nous avons vu ensemble... Ah non, il n'est pas venu à Paris, Tim Tate. Non, il n'est pas venu à Paris. Qu'est-ce qui s'est passé ? J'ai pas... L'affaire Franklin, c'est la découverte d'un réseau pédocriminel épouvantable. C'est ça. Épouvantable. Au Canada ? Non, dans le Nebraska. Dans le Nebraska. Oui. Et c'est une affaire qui, quand on tire sur la ficelle, tout devient des affaires pédocriminelles. Quand on comprend le truc, il y avait un foyer pour enfants qui s'appelait Boys Town. Qui je crois qu'il existe encore, qui avait fait les délices d'un film avec Spencer Tracy et Mickey Rooney, c'était l'institution pour enfants favorite des Américains, c'était extraordinaire, c'était une institution catholique où on apprenait aux enfants à devenir eux-mêmes, c'était des enfants perdus, soit orphelins, soit prédélinquants, des enfants placés là, et un Ouistiti qui s'appelait... un type un peu abominable qui s'appelait King Larry. Méchant avec les Ouistiti, qui sont des êtres gentils comme tout. Les méchants. Les singes, c'est méchant. Les singes, ça mord, ça pisse, ça mord, ça griffe, ça pince, c'est très méchant un petit singe. D'accord. Très méchant un petit singe. Donc, il s'est avéré que les notables du coin venaient violer ces enfants et en faisaient commerce. Alors c'est quoi Franklin ? C'était le nom d'une banque coopérative dans laquelle le fameux Larry King piochait. Ah oui. Et il est tombé comme Al Capone. Ouais. Il est tombé comme Al Capone. Al Capone, il est tombé pour une affaire d'impôts qu'il ne payait pas. Ouais. Et Larry King, les fédéraux sont descendus de Washington pour mettre la main sur la banque Franklin. Et c'est comme ça que c'est devenu l'affaire Franklin. Ouais. Et le gars, il est reparti. Il était l'ordonnateur, l'organisateur de viols en série, mais dans des faits abominable, c'est abominable, c'est rigoureusement satanique. Et on a parlé de chasse d'enfants, c'est absolument atroce. Et ils ont réussi à mettre l'étouffoir dessus, Et j'ai eu vendu du truc par Judith, parce qu'elle en parle dans son livre. Elle en parle. Tim Tate, qui est ce journaliste américain, qui m'a fait connaître Judith, parce qu'il a fait un magnifique reportage qui s'appelle Kinsey's Pedophile, qui est passé sur la toile. Et c'est en regardant ce reportage de Tim Tate que j'ai eu envie de connaître Judith. Et un jour, elle me dit, on se retrouve en Croatie, allons-y, et c'est là que j'ai rencontré tout le monde. Donc Tim Tate a fait un film sur l'affaire Franklin, et ce film a été retiré des ondes une heure avant de... Il a été retiré.
avec menaces et tout. Et des mains inconnues ont remboursé, pour pas avoir de problème, ils ont remboursé l'intégralité des frais engagés pour faire le film. Et ce film, je l'ai vu parce que Tim Tate en a conservé des rushs et que j'ai vu les rushs. Alors, c'est une qualité abominable, mais on peut quand même comprendre de quoi il retourne. C'est l'Amérique couvre un réseau de chantage à tous les niveaux, à tous les étages, sur des meurtres abominables d'enfants, abominables. Et l'affaire Epstein, ça n'est que le contre-coup, 30 ans plus tard, de ce qui avait été, découvert à l'époque. Oui, c'est une... Alors l'institution Boys Town, elle est pas en cause. Hein. Elle est victime, elle est plaignante. Ouais. Elle est plaignante. Et que pensez-vous de ces révélations à Paris de fonctionnaires C'est la suite du truc, c'est la suite de l'ASE, de toutes ces horreurs. L'ASE est l'héritière de l'assistance publique qui est l'héritière de l'hôpital général. C'est ça. C'est-à-dire qu'il y a une faut suivre la flèche. Oui. C'est depuis le début, on a des notables qui, pour bien faire, décident de s'occuper des enfants, ce qui sauront mieux faire que les familles. De toute façon, les familles, les gueux, ça se reproduit, on est d'accord. Pour que les gueux ne se reproduisent pas, il faut retirer les enfants aux parents dysfonctionnels. Quelquefois, un parent dysfonctionnel, c'est juste un parent qui n'a pas l'argent, qui n'a pas les moyens, ou qui est au chômage. Mais c'est ça, j'avoue que moi, c'est un truc que je ne supporte pas. De retirer les enfants à des parents, c'est quelque chose que... ça se fait en grand, hein. Ça se fait en très très grand. Mais oui, et on voit des fonctionnaires absolument dénués de toute moralité, de toute humanité. Et au lieu de tout de suite de leur donner des moyens, on donne beaucoup d'argent à n'importe qui. On dépense des fortunes pour payer des parents de remplacement, au lieu de donner le quart aux parents à qui on a retiré son enfant. Oui, ça c'est... C'est absolument monstrueux. Mais c'est la continuation de l'hôpital général. Donc après l'hôpital général, à la Révolution, on a créé l'assistance publique, sans jamais aller regarder tout ce qu'il fallait aller voir. C'est-à-dire, le travail que j'ai fait, moi, en 2000, en 2002, 2004, 2005, 2006, tout le travail que j'ai fait, quelqu'un pouvait le faire depuis le début. Hein. Alors, il y a sûrement des familles d'accueil qui font bien leur travail, mais... Oui, mais alors moi comment j'ai connu ces affaires-là? C'est parce que j'ai connu une famille d'accueil qui faisait bien son travail et à qui on a retiré la gosse. Oui, puisqu'elle faisait bien son travail. C'était pas bien, oui. Et vous savez comment ça s'est terminé? Attendez, je vais essayer de dire ça sans pleurer. Cette nourrice avait la petite fille dans ses bras. Elle avait un certificat médical psychiatrique qui disait « Il est fortement déconseillé de remettre cette petite fille en présence de sa mère naturelle. » Donc la petite fille était dans les bras de sa nourrice. Le juge des enfants à Auxerre a envoyé les gendarmes qui ont arraché la gosse des bras de la nourrice. Ils l'ont arrachée comme ça. La fille hurlait. Elle avait quel âge? 7 ans, 8 ans. La petite fille hurlait, les gendarmes pleuraient. Et je me suis lancé sur cette affaire-là. C'est abominable. C'est abominable. Abominable. Donc, on a affaire à des gens qui savent mieux. C'est pour le bien de la petite qu'on l'a rendue à sa mère, qui ne l'avait pas réclamé, Elle n'avait pas de réclamé en plus. Elle n'avait pas réclamé. Mais il y a des témoignages et tout, qu'il y avait des messieurs qui venaient de l'extérieur, qui rendaient visite. Enfin, la gosse, elle servait au réseau. Elle servait au réseau. Donc, quand vous découvrez un truc comme ça, qu'est-ce que vous faites? Vous mettez votre mouchoir dessus, vous dites j'enquête. Moi, j'ai dit si j'enquête ici, je prends une balle perdue ou une flaque d'huile en sortant de chez moi. J'ai préféré faire de l'histoire. C'est-à-dire d'aller chercher... mais au bout du compte, c'est quoi? L'hôpital général a donné la DAS, a donné l'assistance publique a donné la DAS, qui a donné l'ASE. C'est les mêmes. Les enfants de pauvres sont là pour satisfaire les réseaux pédocriminels. Point. Et c'est ce qui se passe à Paris, c'est ce qu'on dénonce depuis, c'est ce que des gens comme moi dénoncent depuis des dizaines d'années. C'est surtout que l'enfant doit être protégé. Mais la protection de l'enfant, c'est les bras de sa maman déjà. Oui. Alors, s'il existe, et je ne peux pas dire que ça n'existe pas, j'ai quand même assez payé pour le savoir, des parents dysfonctionnels. Oui. On est d'accord que ça existe. Oui. Qu'est-ce qui interdit de mettre toute la gomme pour aider les parents dysfonctionnels à cesser de dysfonctionner? Bien sûr. Qu'est-ce qui interdit?
On peut arranger ceci, ceci et cela, et on ne peut pas arranger les gens qui dysfonctionnent la plupart des temps. La plupart du temps, les familles dysfonctionnelles pourraient, et ça j'en ai discuté très longuement avec un psychologue familial qui m'a expliqué, il m'a raconté plusieurs affaires où il avait véritablement rétabli la communication et l'harmonie dans des familles dysfonctionnelles. Si on mettait un dixième de l'argent qu'on met à placer les enfants, si on mettait ce dixième à aider les familles dysfonctionnelles à refonctionner, on sauverait énormément d'enfants, on sauverait énormément de familles. Oui. Et alors, bon, si la nécessité oblige à éloigner les enfants, éloignons-les, mais pas trop loin. Sûr. Qui conservent leurs frères, leurs sœurs, leurs grands-parents. Alors que là, on les envoie à Pétaouche. C'est monstrueux. C'est monstrueux. On casse les liens. Les fratries. On casse les liens. Vous voyez comme Marion Sigaud, chers amis de TV Liberté, est une investigatrice hors pair. Et combien ces livres sont bénéfiques. Donc je rappelle ces 3 directions, Israël et la Palestine, le XVIIIe siècle et l'hôpital général et ce Voltaire satanique, et enfin Judith Reisman et cet effroyable sujet de dépravation sexuelle qui s'abat sur notre temps et qui prend des proportions effrayantes, qui a toujours eu des proportions importantes, alors, je crois et qui maintenant est révélée et on peut pas... Et c'est le début de la fin. Et c'est le début de la fin. C'est le début de la fin. C'est la touche d'optimisme que je m'impose pas l'optimisme, je l'ai au fond de moi. Oui. Je l'ai au fond de moi. Ça ne pouvait fonctionner que si ça n'était jamais révélé. C'est ça. Et la révélation fait que maintenant ça part en cascade, ils vont pas pouvoir arrêter les révélations. Je crois que l'affaire des jardins d'enfants à Paris, ça existe depuis très longtemps, mais maintenant ça c'est... Alors ça n'a pas empêché des délires sommaires, je ne sais pas ce que c'est, enfin bref, mais ça va partir en cascade, Alors, pour révéler toutes ces choses, il faut lire ces livres, les propager. Je voulais ce matin vous inviter à un salon du livre dans un lieu bien précis le 30 mai. Malheureusement, ce lieu n'est plus disponible. Donc, chers amis de TV Liberté, je vous lance un appel. Après tout, on est solidaires les uns des autres. Si jamais vous avez un grand hôtel avec un lobby très important pour un samedi après-midi, si vous connaissez des amis avec des grands salons, j'aimerais faire un dernier salon du livre avant de me retirer sous mes pommiers, sous mes palmiers, et vous faire rencontrer les merveilleux écrivains que je connais depuis 30 ans, Marion Sigaud, Reynald de Secher, André Makin et tous ceux que vous connaissez bien. Donc aidez-moi, il faut absolument trouver un lieu, dans Paris de préférence, voilà, parce que je fais toutes ces opérations totalement gratuitement et je ne peux pas louer 2 ou 3 000 euros une salle, parce que les organisateurs de salles se font payer... Cuir et poil, comme disait mon père. Cuir et poil. Donc aidez-nous, et comme ça vous pourrez rencontrer Marion Sigaud, et je peux vous dire que vous en serez heureux. Merci Marion d'être venue de la campagne à cheval pour nous présenter tous ces derniers livres, et bien à très vite. Pour me présenter la dernière version de mes livres. La dernière version de vos livres, c'est absolument. À très vite. Merci Anne, merci. Réhistoire pour tous. Sur Internet, vous trouverez le site de Marion Sigaud et c'est passionnant. Merci beaucoup. Au revoir, merci Anne, Marion. à bientôt. Au revoir, chers amis de TV Liberté.